Comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, l'entrepreneuriat et l'innovation sont fortement liés à la valeur de l'audace. Dans cette capsule-ci, nous nous attarderons d'abord sur l'écosystème entrepreneurial, puis sur les modèles d'affaires innovants et responsables qui permettent de solutionner des problèmes sociétaux, autant localement que globalement. En entrepreneuriat, l'écosystème a une influence majeure et sur plusieurs plans. Évidemment, l'entrepreneuriat, ça s'inscrit très tôt dans la personnalité des gens, du moins pour les caractéristiques qui sont innées. Donc, l'écosystème, il est important, entre autres, pour véhiculer les valeurs qui sont associées à l'entrepreneuriat. Des valeurs d'initiative, des valeurs de créativité, des valeurs d'audace, donc de tenter les choses, d'essayer, d'innover. C'est un premier élément où l'écosystème peut avoir un impact. On a également dans l'écosystème le besoin de véhiculer en fait un rapport à l'échec qui va favoriser justement la prise de risque d'une certaine façon, de tenter les choses et qui n'étouffera pas l'initiative. Trop souvent, on a un rapport à l'échec qui est très négatif, alors que finalement, l'échec, c'est au final le fruit d'une tentative, de l'action, d'avoir essayé quelque chose et c'est ce qu'on devrait valoriser. Évidemment, l'écosystème, c'est aussi le regroupement de tous les acteurs qui vont œuvrer en entrepreneuriat et qui vont finalement permettre à ceux qui désirent entreprendre de mobiliser les ressources nécessaires. Donc, un bon écosystème va permettre de libérer à la fois des moyens financiers pour le faire, donc pour investir dans les projets, mais également fournir l'expertise, conseils à différents niveaux pour être capable de soutenir et d'outiller les entrepreneurs lorsqu'ils souhaitent entreprendre. Donc, c'est vraiment un ensemble d'acteurs et d'éléments facilitants qu'on peut retrouver dans un écosystème qui vont aller de très, très jeunes et de façon beaucoup plus macro à quelque chose qui est très spécifique au moment où le projet est en création. Pour faciliter le processus entrepreneurial, il y a différentes démarches qu'on peut faire. D'abord, se connaître soi-même, parce qu'il faut être en mesure de reconnaître ses forces pour les exploiter au maximum, mais de connaître aussi ses faiblesses pour pouvoir y pallier. Ensuite, connaître son milieu. Pour ça, bien, il faut être attentif à ce qui se passe dans les médias, donc savoir qui sont les joueurs sur le marché, aller aussi sur le terrain, sortir de sa zone de confort et aller vers les autres pour pouvoir voir qui sont les acteurs, qui sont les différentes figures de référence dans notre milieu. Ensuite, il faut connaître son industrie. Donc, si je décide de me lancer dans une industrie précise, c'est probablement une industrie qui m'intéresse. Alors, tout ça, ce sont des sources d'informations qui sont importantes pour bien connaître notre univers, donc l'industrie dans laquelle on veut se lancer. Ensuite, il faut aussi connaître l'entrepreneuriat en soi. C'est quoi se lancer en affaires? Et quels sont les outils qui sont mis à notre disposition? Vous allez souvent entendre parler du modèle d'affaires qui sert à pousser notre réflexion. Et c'est toujours le même principe, c'est de s'assurer qu'on a pensé à notre environnement, ce qu'on veut mettre en place pour s'assurer que notre entreprise soit un succès. On veut avoir pensé à un ensemble d'événements. Au sein de l'écosystème entrepreneurial, les personnes ou les regroupements qui participent au financement ont un rôle déterminant à jouer. Le professeur James Eaves nous présente deux formes de financement bien différentes mais complémentaires, l'investissement en capital risque et le financement communautaire. Venture capital is capital invested into young, high-growth companies in exchange for a stake in those companies. In order to understand venture capital, it's important to understand what the role of a venture capital fund is. A venture capital fund is an investment fund, like a hedge fund. So it provides a service to investors who want to invest in small or early stage companies with exceptionally high growth potential. You might ask, well, why do these organizations or wealthy individuals need this service provider, need an investment fund to make the investments for them? And the reason is it's extremely difficult to invest in these companies. First, these companies are spread out in garages and basements and laboratories around the world, so it's going to be difficult to find those companies. Second, young, extremely high-growth companies are companies that are working on important innovations. It's very difficult to identify or distinguish what an innovation is
distinguish it from a stupid idea. Both innovations and stupid ideas look stupid to most people besides the innovators and perhaps the early adopters. 3, these early stage companies are typically run by people without a lot of management experience. And so they don't just need money, but they also need management services. And that's a third service that the venture capitalist provides to these investors. They actually provide coaching to these companies. So just in summary, what a venture capitalist is a service provider. They're not really an investor. Right? The investors are the people that invest the money into the fund. And the services they provide to these investors is the identification of these companies and helping the entrepreneurs reach the full potential of that company. Venture capital has been incredibly beneficial for society. In fact, there was a recent study out of Stanford that tried to quantify the impact venture capital has had on the economy and people's lives relative to other types of investments. And what they found is that $1 of venture capital invested in a company created nearly 9 times as many jobs as $1 of other types of investment invested in other publicly traded companies. Venture capital only accounts for about 0.2% of all investment made, but venture capital funds account for nearly 20% of the United States' GDP. Crowdfunding is a means of financing a project or a product or a company using lots of small contributions. And the internet is, has recently made it a lot easier to do that because it's a lot easier to distribute or communicate my product to the world and to accept those contributions. And crowdfunding platforms can have all different types of missions. For instance, I'm part of a crowdfunding platform here in Quebec called LaRouche Quebec. And the criteria for that platform is that whatever product or service you're promoting on the site will contribute to the vitality of Quebec, the region of Quebec. And to help the entrepreneurs or the people posting projects on that site, LaRouche Quebec also provides mentoring. And this is something that's not common on crowdfunding platforms, that there's actually people there, these ambassadors, this group of ambassadors that are successful entrepreneurs and innovators from the region who actually help individual products. But it's had a really big impact on the success of that platform. For instance, I believe that platform's success rate is about 3 times higher than the success rates of other platforms. Le succès des initiatives entrepreneuriales repose sur plusieurs facteurs. L'un d'eux représente le contexte dans lequel l'initiative entrepreneuriale s'effectue. Donc, l'entrepreneuriat contextualisé, ce n'est pas un concept qui est nouveau, mais de par les études qu'on a faites dans certains pays d'Afrique sur le soutien à l'entrepreneuriat, particulièrement les femmes, on a remis de l'avant le concept qu'on doit tenir compte du contexte quand on soutient un entrepreneur. Ça peut paraître spécial de rappeler cette dimension-là, mais il y a certaines personnes, certains intervenants du domaine qui pensent qu'un entrepreneur, ça peut réussir n'importe où dans le monde, dans n'importe quel contexte, en autant qu'on le forme bien et puis qu'on l'aide pour le plan d'affaires. Et nous, on a réalisé des recherches sur le terrain auprès de femmes, auprès d'Autochtones aussi, de personnes autochtones, de personnes immigrantes, et on s'est rendu compte que le contexte est absolument essentiel. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on met beaucoup de l'avant un type d'entrepreneur, un homme en général blanc, éduqué, de 50-60 ans, qui a réussi. Et on se dit, voici, c'est le modèle qu'il faut atteindre. Et nous, on essaie de défaire un peu ce modèle-là. Non pas qu'il n'est pas bien, mais ce qu'on veut, c'est montrer d'autres modèles. Et en montrant une diversité d'entrepreneurs, on peut montrer qu'on va les soutenir de façon différente. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de financement. Il y a des gens qui vont avoir besoin de davantage de réseautage. Il y a des gens qui vont avoir besoin plus d'un soutien au niveau justement familial, émotionnel. Et d'autres, ça va être un besoin de formation supplémentaire.
complémentaires. Et on amène les gens aussi à travailler dans une dimension un petit peu plus collective, une définition d'opportunité entrepreneuriale davantage collective, plutôt que toujours dire on va prendre des personnes individuellement pour développer leur plan d'affaires. Ce qu'on essaie de mettre l'avant, c'est de dire, bien, est-ce qu'on peut définir des opportunités collectives en sachant les limites et les opportunités que nous avons dans notre communauté. Et là, je pense que ça peut être très efficace dans des communautés spécifiques dans certains pays. Et comment, à partir de là, on peut faire émerger une opportunité entrepreneuriale qui peut être portée par une personne ou un groupe de personnes, mais qui va être plus, d'après nous, réaliste parce qu'elle va tenir compte davantage du contexte et des besoins de la population. C'est à la fois un entrepreneuriat qui doit prendre en compte la diversité des personnes, mais qui doit aussi prendre en compte une diversité de soutien. Les modèles d'affaires innovants qui tentent de mettre en pratique les valeurs de l'entrepreneuriat responsable doivent combiner la rentabilité économique et la rentabilité sociale. Dans mon enseignement, je m'intéresse beaucoup aux entreprises qui ont des modèles d'affaires innovants et aussi responsables, évidemment. Moi, j'observe qu'il y a deux gros défis pour ces entreprises qui découlent d'une tension. Donc, une entreprise qui a un modèle d'affaires responsable, le problème, c'est qu'il faut que le modèle d'affaires soit responsable. Donc, il faut qu'il y ait des bénéfices sociaux, environnementaux par rapport à son activité économique, mais il faut aussi que ce soit un modèle d'affaires. Donc, il faut aussi que ce soit rentable, c'est-à-dire que ça génère des revenus et une forme de profitabilité. Et donc ces entreprises, alors il y en a beaucoup, mais souvent il y a deux problèmes qui se posent, deux gros problèmes. Le premier, c'est la question de la monétisation, c'est-à-dire comment finalement à partir d'une activité, on va générer des revenus financiers, on va demander de payer à un certain moment. My students and entrepreneurs often ask me, how can I finance my company if I have a social goal rather than a profit maximizing goal? And what I encourage them to do is not to treat their idea differently from other ideas. In other words, all ideas, if it's profit maximizing or socially motivated, are good ideas because they potentially create value for society. And so the goal of the entrepreneur is constructing a business that creates that value but also shares in it. And so the key for students and entrepreneurs is to not treat a social venture differently than a for-profit venture. The purpose of both is to create value, find a way to share in that value so they create a sustainable company and continue to broaden the positive impact this company and their product has in the world. On a déjà le problème classique de la croissance dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent et qui ne vont pas survivre au bout de 5 ans. Quand on croit, il faut passer d'un mode de gestion qui repose parfois sur une personne à un mode de gestion, on est capable de gérer des équipes, etc. Donc ça c'est assez classique. Là où effectivement on retrouve cette tension entre profit et moralité, c'est que non seulement pour une entreprise responsable qui croît, il faut être capable de croître d'un point de vue gestion, donc de travailler différemment, d'avoir des plus grosses équipes, de mettre en place des structures un peu plus administratives, mais il faut conserver sa dimension éthique et morale et responsable. Et ça c'est très difficile. Et moi j'ai vu beaucoup de joueurs des très grosses entreprises qui, semble-t-il, se sont un petit peu dégradées ou un petit peu pervertis, disons, leurs beaux principes avec la croissance. Des exemples qu'on peut donner, qu'on connaît tous, c'est par exemple Airbnb. Donc Airbnb, au début, ils ont un projet de dire, bon, on va partager nos appartements, nos logements, plutôt que d'en construire de nouveaux, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Ils connaissent une croissance exponentielle. Airbnb, il y a 10 ans, ça n'existait pas. On a de la peine à imaginer ça, mais ils connaissent une croissance exponentielle. Et puis là, c'est pas eux qui l'ont fait, mais il y a des gens qui vont se mettre petit à petit à acheter des logements pour les louer. Et donc à prendre des logements sur des villes où parfois il y a déjà une pénurie, comme Vancouver, où c'est déjà extrêmement cher, ou Londres, ou Paris. Et là, le mal, d'une certaine manière, ou la non-responsabilité s'installe petit à petit. Et là, c'est très dur de ramener la barre et de ramener l'entreprise à son projet initial. Les modèles d'affaires innovants et responsables ne sont pas seulement l'apanage des petites entreprises. Les grandes multinationales doivent elles aussi relever le défi
qui consiste à se pencher de plus près sur les besoins socio-économiques de la grande majorité de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Le professeur Noreen Alilem présente une façon de faire qui augmente en popularité, le fameux « bottom of the pyramid ». À la fin des années 90, il y a un auteur qui s'appelle Prahalad, qui a été suivi par tout un tas d'autres auteurs, qui a commencé à réfléchir en se disant, après tout, si les entreprises ne s'intéressaient pas à la petite élite et qui s'intéressaient aux gens qui vivent en dessous cette petite élite dans les pays développés. En regardant statistiquement les caractéristiques de ces personnes, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y a 60% de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté. Et ce, peu importe la manière dont vous les définissez, que ce soit avec les indicateurs internationaux ou en prenant les indicateurs des instituts de statistiques de ces pays en voie de développement, vous arrivez à la même conclusion. 60% de la population mondiale vit sous le seuil de pauvreté. Et la majorité de ces 60% vivent dans deux pays qui sont l'Inde et la Chine. Donc il a dit, Prahalad, Hammond et tout un tas d'autres auteurs, ils se sont dit, si plutôt que de vendre des produits pour la petite élite qui peut représenter 10 à 15% en haut de ces sociétés en Inde ou en Chine, on s'intéressait à la majorité de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on pourrait à la fois créer des profits pour les entreprises et aussi contribuer de manière indirecte ou directement à la réduction de la pauvreté. Et c'est ainsi que cette idée a fait son chemin et qu'il y a un certain nombre d'entreprises, comme une des filiales de Unilever en Inde, qui a commencé à vendre des produits avec des très petites marges pour les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et puisque ces personnes sont beaucoup plus nombreuses, ces entreprises ont été capables de générer des profits. Et cette génération de profits, c'est un petit peu la preuve de principe. À partir du moment où il y a une entreprise qui est capable, quelque part, de montrer que quelque chose existe, que c'est possible, eh bien, il y a tout un tas d'autres entreprises qui vont suivre et commencer à développer des produits. Aujourd'hui, dans la base de la pyramide économique, pour les 60% de la population mondiale qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, il y a une diversité de produits et services qui sont vendus, que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'alimentation, etc., y compris même dans la construction des maisons, puisque plutôt que de vivre dans des bidonvilles avec une perte énergétique énorme, eh bien, on est capable de développer des outils, des panneaux solaires, des produits qui coûtent moins cher mais qui sont tout de même isolants, qui vont permettre à ces gens-là de se créer des solutions qui vont répondre à leurs besoins d'une meilleure façon, qui vont permettre à ces individus d'économiser des coûts, qui vont permettre à ces individus parfois de faire de l'argent si on pense à certaines solutions de réfrigération qui permettent à des vendeurs ambulants qui vivent sous le seuil de pauvreté de vendre des produits. Donc véritablement trouver un positionnement pour que des entreprises fassent des profits et des personnes à la base de la pyramide économique puissent réduire leur pauvreté. Et l'idée derrière tout cela, c'est tout simplement de dire que l'aide n'est pas durable. À partir du moment où vous n'avez plus quelqu'un qui vous finance, eh bien, vous arrêtez de donner votre aide, mais l'investissement avec un retour, ça c'est quelque chose qui est durable. Et pour les entreprises, c'est aussi une manière de favoriser ce qui pourrait devenir ce que certains appellent le prochain milliard, c'est-à-dire ces individus à l'échelle de la planète qui vont devenir des consommateurs de produits qui coûteraient plus cher que ceux qui sont destinés à la base de la pyramide économique. Le terme innovation est un terme galvaudé. On parle d'innovation technologique, on parle d'innovation managériale, d'innovation organisationnelle, d'innovation sociale. Mais on met beaucoup l'accent sur le concept d'innovation technologique. C'est souvent lui qui attire l'attention quand on voit une nouvelle voiture, qu'on pense à Tesla, qu'on pense à tout nouveau produit qui est technologique, ça attire l'attention et on a l'impression que toute innovation est nécessairement technologique. On a aussi souvent l'impression que tous les problèmes de la planète seront réglés d'une manière ou d'une autre par des solutions technologiques. Mais souvent, les solutions technologiques ne servent qu'à perpétuer une manière d'agir, une manière d'être, une manière de travailler, de faire les choses qui étaient nocives. Il faut donc aussi mettre l'accent sur des innovations qui vont changer les façons de faire des gens, changer leurs pratiques et changer leur rapport à la société. C'est ce qu'on appelle les innovations sociales. L'innovation sociale se distingue de l'innovation technologique par la nature de l'impact qui est recherché. L'impact qui est recherché dans l'innovation sociale, c'est une transformation systémique. Transformer le système, transformer les rapports sociaux afin d'en faire bénéficier une majorité de la population.
Quand on pense à l'innovation sociale, ça peut être très utile d'essayer de décortiquer le concept. D'un côté, il y a la notion d'innovation qui renvoie à l'idée de transformation, de changement majeur. Et puis la notion de social qui, elle, signifie qu'on ne se soucie pas de régler un problème technique, par exemple, mais davantage un problème de société, des problèmes donc très complexes, très difficiles à démêler. Les solutions ne peuvent être simples face à un problème complexe. Donc elles nécessitent forcément de l'audace, de l'inventivité et de l'intelligence collective. Le point de départ d'une innovation sociale, c'est donc un problème sociétal à régler. Une difficulté, des problèmes d'inégalité, des problèmes d'exclusion, qui vont donc amener un certain nombre d'acteurs à s'asseoir ensemble et pour penser des solutions qui n'ont pas encore été expérimentées. Toute innovation sociale a un objectif de transformation sociale, à plus ou moins long terme. Une innovation très concrète, comme par exemple une bibliothèque d'outils ou un système de covoiturage, a des objectifs qui vont au-delà de cette innovation concrète. Par exemple, dans le cas d'une bibliothèque d'outils, c'est de permettre aux gens de pouvoir apprendre, faire des changements dans leur maison sans être obligés de s'appauvrir en achetant des produits. Il existe 4 grands objectif de transformation sociale des innovations sociales. L'objectif socio-économique consiste à dire simplement que l'argent et surtout le manque d'argent ne doit pas être un frein à l'atteinte, à la réalisation de ces projets et de ces rêves. L'objectif socio-territorial vise à permettre aux citoyens, aux habitants, d'avoir un accès le plus total au territoire sur lequel ils vivent et ils travaillent. L'objectif socio-technique vise ultimement à diminuer au maximum l'écart entre les experts et les non-experts dans l'utilisation d'une technologie, d'une technique, d'un savoir ou d'un savoir-faire. Et finalement, l'objectif sociopolitique vise à permettre aux citoyens de pouvoir participer à la prise de décision dans tout ce qui les touche, dans toutes les sphères de leur vie. Derrière l'idée d'innovation sociale, il y a celle de transformation sociale. Donc de transformation des conditions qui sont offertes dans la société à certains groupes de sociétés, des possibilités qui leur sont offertes pour se développer. Si on s'appuie sur cette intelligence collective pour régler un problème de société, il faut s'appuyer aussi sur les institutions qui sont déjà en place pour que la solution à laquelle on va arriver soit pérenne. Il ne s'agit pas de simplement calquer des recettes qu'on a expérimentées ailleurs et de les transposer dans de nouveaux milieux, mais de vraiment comprendre le milieu d'accueil d'une innovation sociale pour que la solution y soit pleinement adaptée. Et ce qui est très important dans l'innovation sociale, c'est de ramener une diversité d'acteurs dans la réflexion sur les solutions à apporter au problème et même dans la définition du problème. Qu'est-ce qui justifie une intervention et comment est-ce que cette intervention-là va être calibrée pour répondre de la manière la plus appropriée possible au problème qu'on aura identifié. Par exemple, on peut penser à la difficulté que la plupart des sociétés ont à nourrir l'ensemble de leur population. C'est une aberration parce qu'on sait très bien qu'on a de quoi nourrir toute la population. Par contre, il y a des problèmes de gaspillage. Donc ça a été un problème identifié dans certaines sociétés, y compris au Québec, pour se dire mais comment est-ce qu'on peut trouver des solutions au fait que à la fois on a du gaspillage alimentaire et de l'autre côté on a des personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est le genre de problème qu'on ne peut pas régler seul, isolément, que ce soit des entreprises de la grande distribution ou l'État ou les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes démunies qui n'ont pas accès à de la nourriture de manière régulière et les usagers eux-mêmes ont leur mot à dire. Et ça, donc, ça nécessite une mise en commun de l'intelligence de chacun de ces organismes-là, de leurs ressources respectives pour régler un problème extrêmement complexe. Parce que si ça avait été facile de régler ce problème-là du gaspillage alimentaire et de l'acheminement de nourriture à l'ensemble de la population, un acteur isolément aurait pu s'en occuper et s'en préoccuper. Mais justement, la nécessité de collaborer est dictée par la complexité de l'enjeu en question.
Il ne faut pas sous-estimer le potentiel de changement que présentent des petits groupes de 4 ou 5 personnes. Margaret Mead soulignait que la grande majorité des changements collectifs ont été engendrés par 4-5 personnes qui se sont assises ensemble, qui ont essayé de voir quel est l'état de la situation, comment on améliore les choses. Il y a un dicton dans ces veines-là qui dit « Seul, on se fait sacrifier. À 2, on se console. Puis à 3, on peut commencer à changer le monde. »